C'est du low-tech parce que c'était fabriqué plus ou moins avec des matériaux de récupération qu'on récupère dans la rue ou qu'on demande au Bricorama, le Roi Merlin et tout ça. Les 3 critères de la low-tech, c'est utile, accessible et durable. Je lui dis, tu connais pas le patron du magasin électroménager en bas? Il me dit, si, c'est un copain, je veux dire. Et il n'aurait pas des vieilles machines à laver. Je lui ai demandé. Je reçois un coup de fil, c'était le mec du magasin, il me dit, faut vous la livrer où? Ils me l'ont carrément livré Chez toi? à la maison. Et je vous dois combien? Rien du tout. Donc là, je travaille sur une des versions du tamiseur rotatif à compost. Et moi, je suis parti en essayant d'être plus sur de la récupération. Donc, je suis parti sur la base d'une vieille machine à laver le linge, donc un lave-linge, pour essayer de faire ce projet en plus petit et en plus recyclé. On charge la chose avec une pelle ou par le tambour. C'est filtré en tournant. On récupère l'humus filtré dans une boîte en dessous. C'est déjà toutes des low-tech qui ont été répertoriées. Tout ce qui est la marmite norvégienne, le rocket stove. Quelque part ici, ce sont des répliques que Corentin a déjà, d'autres ont déjà expérimenté, comme l'hydroponie ou des choses comme ça. Et puis l'eau, en fait, elle descend, elle mouille un peu ça et ça descend comme ça jusqu'en dessous. Et après, ça récupère l'eau par tissu, là, tu vois, et là par chambre, pour voir lequel est le plus performant. Toujours comparer. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est de transmettre la philosophie low-tech, donc les innovations utiles, accessibles et durables, au plus grand nombre, donc les innovations que Corentin et d'autres low-tech explorers sont partis chercher autour du monde. Des portes que vous ne trouverez pas si vous cherchez que des gens qui parlent de low-tech. Mais qui en fait parlent exactement de la même chose, c'est juste qu'ils n'utilisent pas les mêmes mots. Donc, du coup, il y a technologie appropriable, technologie adaptée, technologie intermédiaire, il y a une nébuleuse conceptuelle, même la PERMA, enfin, il y a une nébuleuse conceptuelle autour de la low-tech qui s'en rapproche énormément. Et dans le milieu du développement, par exemple, le terme appropriate technologies, il est beaucoup plus utilisé que la low-tech. La low-tech, c'est vraiment, en tout cas en France, ça fait quelques années qu'on commence un peu à utiliser le concept, quoi. Clairement, dans l'espace médiatique, on n'entend que l'opposition entre un progrès qui serait high-tech, lié à de la croissance de PIB, versus quelque chose qui serait profondément délétère, négatif, punitif même, dans lequel on serait malheureux. Or, de par mon expérience ici, de par ce que je vois un peu à droite à gauche, j'ai plutôt l'impression qu'en se rapprochant de modèles plus sobres, on touche à quelque chose qui humainement devient beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus accessible, beaucoup plus compréhensible. Si on arrivait à avoir justement à faire confiance en des low-tech, en ayant une souveraineté de réparation nous-mêmes, de construction nous-mêmes, avec ce qu'on a autour de nous, et qu'on avait finalement la main, et qu'on avait le ressenti d'avoir le pouvoir sur notre avenir, eh ben on serait peut-être un petit peu moins désabusé. Tu as une perceuse qui active le truc, et là, tu as une lame, et quand tu actives, elle bouge. C'est comme tu sais, quand tu découpes, t'es pas censé forcer quoi. C'est juste une autre manière qui est sobre. Donc c'est des technologies sobres en énergie, sobres en matériaux, qui parfois sont extrêmement puissantes. Du coup, moi j'aime bien utiliser le mot clever tech parce que en fait ça fait appel à beaucoup d'intelligence pour produire quelque chose qui fonctionne super bien et qui est sobre et efficace. Donc voilà, c'est assez simple au final, hein. C'est un miroir qui concentre la lumière, un peu comme une loupe. Donc là on peut voir qu'il y a de la lumière sur le côté. Ça concentre toute la lumière à l'intérieur de ce deuxième miroir. Et à l'image d'une loupe, en fait, on va avoir quelque chose qui est très concentré. En fait, ça se voit pas évidemment puisque c'est de la lumière. Mais ici, en fait, si on va à la zone où c'est très très chaud, en fait, on va avoir un point focal assez instantané. Bah oui, c'est très très chaud, hein. On est à 500-600 degrés dans cet endroit-là.
l'idée c'est de pouvoir concentrer énormément la lumière, la renvoyer vers le haut sous une plaque en fonte. Et donc ça va nous chauffer la plaque en fonte dans une petite zone. Cette zone-là qui va nous permettre d'avoir un feu fort. Et ensuite la plaque, on va déplacer les casseroles pour pouvoir avoir toutes les autres températures sur le bord de la plaque, qui nous permet de laisser mijoter d'un côté, voire de maintenir juste au chaud de l'autre. Entre le four, la plaque et un four qu'on est en train d'ajouter, vraiment on a une variété de cuisson et une précision aussi dans les cuissons qui est digne d'un restaurant classique au final. C'est en train de se passer maintenant, quoi, dans l'environnement, dans l'énergie, dans le recyclage, dans la culture de champignons. C'est un vivier, donc concrètement, oui, ça se met en place. Pendant le premier confinement, il y a eu une explosion du faire soi-même, ce qu'on appelle le DIY. Le nombre de machines à coudre qui ont été vendues par des grandes marques, même françaises. Les magasins de bricolage n'ont pas des amplis parce qu'il y avait un besoin, il y a un besoin de pouvoir reprendre en fait le contrôle sur ce qui est faisable en fait, comment économiser quelques centaines d'euros, voire apprendre à faire ce genre de choses pour que dans un futur proche, les gens ne se retrouvent pas à court. Ok. Marion, là, elle est aussi au ménage. Et des cosmétiques, on fait de la couture. Là, on est sur des formats qui sont plutôt des ateliers, donc on est sur des systèmes qui sont assez faciles à faire. On va avoir par exemple une formation sur des systèmes de pédalier pour charger un portable, pour faire marcher une machine à laver ou quoi. Donc là où ça demande quand même un peu plus de connaissances et un travail sur plusieurs jours pour que chacun puisse s'approprier la low-tech Et la low-tech, c'est un terme qui est un peu plus jeune, un peu plus sexy, qui va, pour le grand public, faire redécouvrir des solutions qui sont parfois traditionnelles, un peu désuées. Et il faut juste les remettre à la page. C'est ce que je trouve très très intéressant sur cette vision aussi de la fabrique écologique, de dire qu'on a... C'est pas 0 ou 1, il y a plein de principes et collectivement il va falloir définir plus clairement ce que sont ces principes pour pouvoir ensuite dire telle initiative elle est low-tech ou pas, si elle ne l'est pas, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, ou est-ce qu'on peut du coup il manque cet aspect là, si c'est encore une fois c'est une technologie sur laquelle on a déposé 40 brevets, est-ce que c'est low-tech ou pas? Même le minimalisme finalement c'est pareil, ça englobe plein de choses. Et tous ces concepts-là se croisent en fait. Certaines prennent des principes de l'autre, sont très très proches. D'une certaine manière, moi j'aime bien résumer la low-tech comme étant le minimalisme appliqué à la technologie. Parce qu'on se pose la question, est-ce que j'ai besoin de cette technologie ou pas, quoi. Tu as un système qui est low-tech par rapport à un besoin, par rapport à un contexte. Donc, par exemple, ça, est-ce que c'est typiquement low-tech? Est-ce que ça répond à un besoin de base d'avoir un portefeuille? Je sais pas. Bon, en tout cas, tu récupères une brique. Vous voulez que je vous montre comment on les fait? Il faut juste une paire de ciseaux, quoi. Tu coupes ta brique sur les côtés, hop, suite. Comme si c'était une enveloppe, vous allez plier en 3 la brique. Ouvrir chaque côté. Pas celui où il y a le rond, hein. Et après, vous faites rentrer du coup une des 2 languettes là. T'as rentré ta languette dedans. Et là, t'as un portefeuille du coup avec 2 trous. Ce que je fais, c'est que j'appuie ici pour avoir la marque du bouchon, pour savoir exactement où est-ce que je vais faire mon trou après. Donc là, j'ai un petit rond. Et du coup, je sais que c'est ici que je vais faire mon trou. Bon, là, s'il y a un enfant, c'est le moment où il faut lui donner un petit coup de main. Pas qu'il se fasse mal. Si t'as un trou dans ton porte-monnaie, là, tes billets, ils vont sortir. Je mets ça en bas. Je tire ça en bas. Ouais.
de prendre une pelleteuse qui fonctionne au pétrole, de piler le verre, de mettre le verre dans un camion encore plus gros pour l'emmener dans un centre de recyclage où tu vas le faire fondre, à quel moment ça demande moins d'énergie que de consigner le verre et passer le récupérer dans des bars, tu vois. On peut pas aller dire aux gens réduisez vos déchets, allez au marché ou aller dans un magasin bio, une épicerie en vrac, ben ouais, mais sauf que tu vas payer 25% parfois 25% plus cher. Alors ces personnes vont dans les grandes surfaces, dans les rayons vraiment pas chers des grandes surfaces où tout étant énorme et suremballé, parce qu'ils n'ont pas les moyens, on ne peut pas leur dire allez acheter en vrac, ce sera plus cher mais ce sera plus écologique. L'idée c'est de leur dire trier. Puis petit à petit, on les amène aussi à s'approprier cette thématique pour qu'ils soient aussi eux acteurs. Sur la question des déchets, on est tous responsables. Et on veut en finir avec cette idée que les collectivités, pour les habitants, c'est all inclusive, quoi. La collectivité a ses responsabilités, elle peut agir sur un certain nombre de choses. Par contre, il y a plein d'autres sujets sur lesquels, non, les commerçants ont la responsabilité, les ménages ont la responsabilité, les usagers de l'espace public ont leur responsabilité aussi, et on doit tous agir ensemble parce que sinon on ne résoudra jamais le problème des déchets. En fait, quand tu réfléchis, il n'y a pas que la pollution atmosphérique avec des camions. Déjà, il y a de la pollution technologique parce qu'il faut des machines, et il y a de la pollution sonore. C'est énorme. Le bruit que ça fait, il y a des maisons à côté, quoi. Donc, c'est normal que les gens ils pètent des câbles et ils klaxonnent dans les embouteillages. Sous la plaque, il y a une entrée d'air et on va poser le bois dessus. Il faut qu'il soit le plus petit possible pour améliorer la combustion. Jamais frapper quand on a une main qui est en dessous. Même si on se dit on frappe là, des fois selon les fibres du bois, la hache elle dévie et ça tape très souvent ici les blessures avec la hache. La plus sécuritaire de le faire, on va lever notre bout de bois avec notre hache et on va les laisser retomber ensemble en enlevant notre main. Fericirea mea este să trăiesc aici pe dealul, respectând anotimpul. Sunt bogat în peisaje și timp. De ce mi-aș dori mai mult? De ce am spus? Ia loc, uită-te în jur și vezi cum însorește primăvara. Hai să bem o țuică și hop și așa. El are dreptate. Vine primăvara, cum spune ciobanașul, o țuica și iop și așa. Va mettre en place à Bordeaux. Pareil, dans une logique un peu open source, on va le mettre à disposition des autres territoires pour que les autres territoires puissent les récupérer, les adapter à leurs besoins. Un autre acteur qui est très très intéressé, c'est le musée d'Aquitaine. J'ai eu la chance d'aller visiter les réserves du musée et il y a plein de choses. C'est une mine d'or et c'est une mine d'or de technologie ancienne, low-tech. Au point qu'il y a même certains objets, on ne sait même
plus à quoi ils servent en fait. Comment est-ce qu'on peut, pas forcément mettre en opposition, mais mettre à côté des innovations technologiques low-tech d'aujourd'hui et des technologies low-tech d'hier, pour montrer que finalement les besoins auxquels répondent ces différents objets sont les mêmes au cours du temps. On a toujours besoin de produire de l'énergie, de se chauffer, de cuisiner, de produire dans les champs, voilà. On a les mêmes besoins, mais les réponses n'ont pas forcément été les mêmes. Et finalement, dans les technologies d'aujourd'hui qu'on peut développer en low-tech, on peut énormément s'inspirer aussi de ce qui se faisait avant. Pour certaines raisons, ces technologies-là ont été abandonnées. Pour autant, aujourd'hui, elles font complètement sens. Les mécanismes à l'ancienne, on est sur de l'horlogerie. Donc en fait, c'est un mécanisme d'horloge. Donc le petit tic-tac qu'on entend, en fait, c'est une horloge qui permet, une fois le matin, on remonte le poids qui est derrière, et ensuite toute la journée, le miroir va petit à petit tourner, et c'est réglé évidemment pour suivre la vitesse du soleil. Donc ça reste très très basique entre guillemets comme système, mais très très fin pour avoir un réglage qui fonctionne bien. Et c'est qu'à la base, cet outil avait été pensé pour un usage dans des lieux qui n'avaient pas forcément accès à la technologie, qui n'avaient pas forcément des trucs de maintenance. Notamment, c'était pour des cuisines communautaires en Afrique. Donc l'idée était de se dire comment, avec un peu de métal et un poste à souder, on arrive à faire quelque chose qui est fonctionnable, qui fonctionne et qui est réparable. Alors qu'évidemment, avoir un petit moteur, si le moteur est gris, il faut avoir un petit moteur pour ensuite le réparer. Nous avons une lampe solaire construite à partir de l'élément principal, on va dire, de réemploi, ce sont les batteries. Qui sont des batteries qu'on extrait des batteries d'ordinateurs portables mises au rebut. Et d'un partenariat avec la métro de Grenoble pour équiper des camps d'accueil qui ne sont pas forcément reliés au réseau avec ce type d'objet. Les low-tech actuellement en France, je pense, souffrent pas mal d'une image très rurale et marginale même parfois. Et c'est le cas pour un bon nombre de projets, notamment le Low-Tech Lab et les premiers projets qui ont eu lieu à Concarneau, ou même l'Habitat Low-Tech qui est une tiny house équipée d'une douzaine de low-tech. Eh bien, c'est des projets qu'on peut difficilement envisager tels quels en ville. Et ce qu'on a défendu quand on a porté ces projets, c'était pas de créer l'habitat parfait, rêvé pour tout un chacun en France, c'est plutôt de montrer une démarche, de savoir combien consomme notre habitat, combien est-ce qu'on consomme, de quelle surface on a besoin réellement pour vivre, selon le niveau de confort qu'on souhaite, et partager cette démarche justement, c'est aussi un des objectifs de ce projet-là. Un dispositif pour maintenir au chaud et même continuer de la cuisson sans apport d'énergie, qu'on a déjà utilisé en événement. C'est une petite boîte avec de l'isolant autour, dans laquelle on met notre casserole et au final on se retrouve avec un plat qui est cuit sans apport d'énergie pendant toute la phase de cuisson, parce qu'en fait l'eau et la casserole ont déjà accumulé assez de chaleur pour cuire le riz. Voilà l'idée. Après il y a des modèles beaucoup plus ergonomiques et design qui s'insèrent dans des cuisines par exemple. Mais voilà, ça c'est pour le voyage. Toujours dans cette transmission, j'interviens dans des écoles avec des étudiants et il y a quelqu'un qui m'a demandé de présenter le projet de la Tiny. Et je leur explique ce truc de contenu open source. Et un étudiant il me dit ouais ok mais t'as pas peur qu'on te vole tes idées et qu'on fasse de l'argent avec quoi. Et je lui dis bon normalement c'est un peu protégé par le open source même si c'est jamais vraiment protégé tu vois. Je lui dis en fait si un jour il y a un mec qui me vole mes idées et qui construit une Tiny ou qui vend des Tiny, en fait j'ai gagné. Parce que ça veut dire que peut-être qu'il aura construit une Tiny plutôt qu'une maison en moellon tu vois. Et c'est exactement le but du truc, donc qu'on y aille quoi. Le risque c'est de laisser le marché faire entre guillemets, hein. C'est-à-dire on attend que les acteurs se montent etc. C'est qu'après on a des concurrences et puis surtout on a de la récupération quoi. J'attends malheureusement à ce que des grosses multinationales comme Total ou autres subitement se disent moi je fais de la low-tech. Alors, pas du tout, tu viens de déposer 40 brevets sur ton truc, il est absolument pas ouvert, il y a de la high-tech partout, tu peux pas le réparer, c'est pas de la low-tech. C'est pour ça que c'est important de prendre un peu le taureau par les cornes et de le plus tôt possible structurer une filière qui préserve les valeurs de la low-tech
telles que elles sont présentées dès aujourd'hui par le Low-Tech Lab. Un autre travail qui me plaît beaucoup, qui est porté au sein du Low-Tech Lab par Quentin, il a notamment documenté une boulangerie solaire en Normandie par exemple, et une association à Bordeaux qui s'appelle la Fuménerie, qui travaille à installer des toilettes sèches en ville et à récolter le compost de ces toilettes sèches pour le redistribuer à des agriculteurs. Donc la Fuménerie occupait l'espace avec une association qui s'appelle Récup Bokashi Aquitaine, qui est une association qui travaille sur la gestion de proximité des biodéchets, qui propose un service de collecte à domicile des biodéchets des familles, ménages et aussi micro-entreprises du centre-ville de Bordeaux ou plus largement de la métropole, et qui ensuite les valorise en compost pour le maraîchage périurbain. L'idée étant d'essayer de sélectionner les voies de valorisation qui nous paraissent les plus optimales d'un point de vue sanitaire et agronomique. Ce composteur nous sert pour les formations guide composteur. Il y a du co-compostage, donc il y a des biodéchets, il y a de la matière fécale, mais ce que vous pouvez déjà constater, c'est que ça ne sent pas. Et ça, c'est intéressant de le voir, de constater, de le vivre, pour reconstruire aussi de premières idées reçues sur les matières fécales au compost. Du coup, le principe, c'est que tu as un siège, en bas, tu as un espèce de tapis. Donc du coup, tu fais pipi, le pipi coule, il va d'un côté. Il va être stocké dans des cuves qui sont là-bas, qui sont des cuves IBC noires où dedans il y a des extracteurs, ce qui permet que la chaleur enlève une partie de la matière. Et donc du coup, ça devient une espèce de mou. Le caca, lui, il reste sur le tapis. Puis après, là, tu as une pédale, ce qui permet de faire le tapis roulant et de mettre le caca dans un composteur qui est derrière. En fait, au bout de 3 ans, le caca, ici, en accueillant beaucoup de public, c'est comme une crotte de chien sur le trottoir. Rapidement, tu vois, ça se dessèche, ça devient tout petit, puis ça ne sent plus rien, quoi. Là, on a quand même mis un petit panneau solaire pour être sûr qu'il y ait de l'air qui sort. Et l'air qui potentiellement pue, lui, il sort au-dessus du toit. Tu as souvent eu ton expérience de toilette sec en festoche, des trucs comme ça, où forcément tu as une quantité de gens qui font pipi caca qui est genre irréelle. Si tu as déjà géré un toilette sec de festival, tu sais très bien de quoi je parle. Tu as énormément de bois broyé. Quand tu mets du pipi avec du caca, ça crée des espèces de réactions bactériennes bien vénères qui puent à mort. En fait, la pisse, quand tu la laisses toute seule dans un contenant, au bout d'une semaine, elle est stérile. C'est-à-dire que tu peux balancer tes mains dedans, il n'y a rien t'arriver, tu ne vas pas être malade, même si le mec il a pissé, il a pris je sais pas quoi. Et le caca de son côté, lui, très rapidement aussi, il va se lyophiliser, quoi. Il n'y a plus de flotte dedans, donc il n'y a plus vraiment de bactéries, ça devient de la terre très vite, quoi. Donc séparer les deux, c'est vraiment la solution idéale. Et là, on en fait quoi? De quoi? Du caca et du pipi? Le caca, avant qu'on ait à se poser la question, il va se passer longtemps, comme tu as vu la place que ça prend, quoi. Ouais. Donc le jour où il sera pris, le jour où il s'applanche, je serai probablement grand-père, quoi. Et on remplit une cuve de 1000 litres avec ces 90 usagers par mois. Donc ça va vite. On fait appel à Péna Environnement, qui est donc une plateforme de compostage industriel qui est basée à Saint-Jean-d'Iac. On va aujourd'hui les composter avec les bouts de stations d'épuration pour pouvoir à terme avoir des plateformes locales de micro-compostage de ces matières. Essayer de voir comment on peut essayer de stabiliser au mieux les urines pour qu'elles puissent être valorisées par Toupy Organics. Et si ce n'est pas possible pour des raisons qui sont en fait purement économiques d'une certaine manière, on essaiera de trouver d'autres voies de valorisation des matières des urines, parce qu'il existe d'autres valorisations possibles de ces matières en Europe. Cette année, on travaille avec 6 villes et métropoles autour d'un sujet qu'on a défini ensemble sur une étude d'action qui s'appelle « Pour des métropoles low-tech et solidaires ». Avec une intuition, c'est de rapprocher les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les acteurs de l'écologie. On travaille autour de 4 prismes, donc habiter, se loger, déplacer, se déplacer des marchandises et travailler, produire, faire soi-même. Donc chaque visite apprenante est structurée autour de 2 prismes qui nous permettent de visiter des initiatives dans ces sujets-là. Et on va voir comment tout ça peut faire système en partant des besoins, des envies des usagers et usagères. Il sera dans quelques années, à mon sens, beaucoup moins cher d'aller s'approvisionner en fertilisants produits localement et à partir de matières brutes qui sont disponibles en fait, de manière un peu quasi infinie à proximité, que d'aller importer des produits issus d'exploitations minières, de mines qui sont quasiment surexploitées. Légalement, c'est pas considéré comme un déchet, hein, les excrétas, mais on peut le voir de cette manière-là, puisque finalement c'est quelque chose qu'on produit et jusqu'à aujourd'hui, la seule logique c'était de l'évacuer pour rien en faire. On va rajouter une poubelle pour le verre, on va rajouter une poubelle pour les huîtres, on va rajouter une poubelle pour ces. Vous allez avoir 40 poubelles chez vous, vous allez stocker où? Et là ils disent ah oui effectivement il y a un problème.
Donc certains vont dire mais mettez des points d'apport volontaires dans les rues, mais c'est pareil, vous imaginez 40 points d'apport volontaires dans les rues parce que... surtout pas devant chez moi. Dans la rue, voilà. Moi j'en veux mais pas devant chez moi. On doit pouvoir en fait s'appuyer sur les vendeurs d'huîtres et les marchés pour que eux collectent en fait les coquilles des habitants. De la même manière, ce qui a été dit, c'est que voilà, sur les couches, en fait, idéalement, pourquoi est-ce qu'on ne s'appuierait pas sur les crèches pour qu'elles fassent soit le point de collecte des couches des ménages. En fait, on est obligé de revoir tout ça et on ne peut pas juste simplement se dire, bon ben, on veut trier à fond, mais on ne veut surtout pas changer de système de collecte. En fait, c'est pas possible. Donc on est obligé de revoir nos modalités et on est obligé d'inclure tous les acteurs dans la solution parce que sinon, on ne pourra pas trier. Pourquoi ? Parce que là, on est vraiment sur un sujet qui est hyper nouveau, hyper émergent et qui n'a jamais eu d'application en ville, en fait. Donc même aujourd'hui, la low-tech, c'est principalement, je caricature, mais c'est la baraque autonome au fin fond de la campagne. Donc ça va, mais installer un poêle dragon fait main dans un appartement, c'est pas la même. Parce qu'il y a des risques, tu ne peux pas t'amuser à prendre le risque de cramer tout l'immeuble. Et puis il y a des normes aussi à respecter. Que tu ne les respectes pas dans ta petite maison à la campagne, c'est une chose, mais en ville, tu ne peux pas ne pas les respecter. Là, on travaille avec un certain type de gens, dans une certaine localité, dans un certain contexte social. Si vous sentez à la sortie que ça sent la chaussette mouillée qui vient de sortir d'un sèche-linge, eh ben c'est que votre poêle est propre. C'est des mesures au doigt mouillé, on ne sait pas si ça rentre dans des normes et on ne sait pas quels sont les gaz qui sont dégagés, la quantité de particules fines qui peuvent être dégagées et on ne sait pas le rendement du poêle, on ne sait pas la puissance du poêle non plus. C'est vraiment au doigt mouillé. Ça nous ralentit en fait dans l'espoir que ces poêles puissent rentrer dans une norme et puissent être du coup utilisés à grande échelle. On n'est pas dans l'industrie lourde où on fait 500 poêles par jour avec le même procédé à chaque fois, toutes les pièces sont testées, etc. Non. Là, il y a aussi la dimension de j'ai pas trouvé telle pièce ou telle bouteille de gaz. En fait, j'ai utilisé plutôt celle-là. Faire un poêle avec une bouteille de gaz, chez les professionnels, on va dire oula, non, merci, au revoir, on va aller voir des gens sérieux. Sauf qu'en fait, c'est un poêle qui a priori fonctionne. C'est un poêle qui en plus est très peu cher. Si on fait entièrement avec de la récupération, c'est encore moins cher. C'est à la fois un poêle bouilleur, un poêle tout court et un poêle de masse. Dans la réglementation, et je peux vous le dire parce que je m'en suis farci la documentation, les trois sont pas compatibles. C'est-à-dire qu'il y a différentes normes pour les trois différents poêles. Le souci, c'est qu'on rentre dans aucune des cases. L'enjeu en fait du travail qu'on fait actuellement, c'est de faire une expérience et de caractériser le poêle pour savoir où c'est qu'il se situerait en fait plus spécifiquement, tout en respectant grosso modo les trois normes. Et pour que du coup la low-tech sorte c'est des gens qui bidouillent dans leur coin, ils font des trucs, c'est à la fois sale et à la fois pas très pro. Non, la low-tech c'est un vrai levier, comme tu disais, de résilience et on peut arriver à faire que ça rentre dans les normes, avoir des données fiables et aussi, et ça c'est l'un des enjeux qui est important, c'est de comprendre comment ça fonctionne tout en sachant que personne ne va faire le même poêle. L'idée c'est de designer parce qu'on est dans une société qui a été habituée en fait avec le marketing. Nous, sur des pays occidentaux où il y a quand même un confort, une habitude, voilà, on est dans des pays riches. L'idée c'est d'intégrer ces technologies et de revoir aussi quand même un peu la notion de design pour faciliter en fait entre guillemets la transition et que les gens ils se disent finalement c'est sexy ce truc là par rapport à ce qu'ils ont dans le commerce et en plus je peux le fabriquer moi-même. Il y a cette notion là à intégrer dans l'imaginaire en fait des gens pour qu'ils puissent se l'approprier plus facilement et par la suite après que ça se développe de plus en plus. Ce qu'on connaît nous rassure. Donc en fait, quelqu'un qui fait des maisons en moellon depuis toujours et qui demain on lui dit on fait des maisons en paille ou en carton, ça lui fait peur. Pourquoi en fait ? Parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il va avoir plein de peurs, plein de préjugés. Donc après, ça va être des peurs qui vont essayer d'être exploitées par des lobbies, par des entreprises, ce genre de choses. Donc l'idée c'est aussi de rassurer. Après on a plein de préjugés, plein de stigmatisations. Ah mais une maison en paille ou une tiny house c'est un truc de hippie. En fait, je crois que les meilleurs projets qu'on pourrait faire, ce seraient des maisons, j'ai presque envie de te dire de luxe. Alors ça veut dire quoi le luxe ? Ça veut dire plein de choses, mais en container, en bois, en paille de riz,
Que les mecs rentrent dedans et qu'ils se disent oh putain, je suis dans une villa. Et en fait, ils savent pas que dans les murs, c'est du riz, du chanvre et des champignons, tu vois. Le bouquin construction en terre-paille était plus mis en avant que le bouquin construction en béton. C'était la première fois, quoi. Et ça veut dire que les mentalités changent et tout ça. Donc il y a un énorme effet de mode, en fait. Finalement, qu'on construise en paille, ce sera à la mode. Finalement, tout le monde le fera, même les gens qui ne sont pas éco-responsables, en fait. Donc en fait, malheureusement, ça joue beaucoup sur la mode et sur ce qui est vendu comme stylé ou pas, quoi. Est-ce qu'on se restreint simplement à des technologies low-tech, la douche en circuit fermé, le composteur d'appartement, le chauffe-eau solaire, etc. Est-ce que si on s'arrête aux technologies, ça va être les écoles d'ingénieurs, l'entrepreneuriat, l'artisanat, etc. Si on dit les principes qui font la low-tech qu'on applique à la technologie, on peut les sortir de la technologie pour les appliquer à d'autres choses. Et bien rien que dans le bâtiment, on va retrouver tout un tas de choses. Donc là, on arrive sur plutôt un volet éco-construction. Et donc, ça va être les architectes, les professionnels du BTP, les artisans aussi. La maison de demain ne doit absolument pas ressembler à la maison d'aujourd'hui. C'est même pas qu'elle ne devrait pas, c'est qu'elle ne doit pas. Sinon, on ne résoudra pas les problèmes. Quand on pense une ville de manière générale, finalement, on peut récupérer les mêmes principes que quand on pense une technologie. On doit aussi, au niveau d'une ville, penser les flux d'énergie, penser les flux de ressources, penser les besoins de la ville. Aujourd'hui, les villes font venir beaucoup de ressources et puis elles jettent beaucoup de déchets. Globalement, c'est à peu près ça. Il y a très très peu d'économie circulaire dans une ville. Et pour autant, c'est central dans la low-tech, quoi. Il y a aussi tout ce qui touche à l'alimentation. Comment est-ce qu'on va avoir un système alimentaire en ville qui garantisse une plus grande résilience, qui soit sobre en ressources, qui soit sobre en énergie et qui soit accessible à tout le monde, parce que c'est pareil, s'alimenter, c'est un besoin humain, donc finalement, tout le monde doit pouvoir, s'il le souhaite, aussi agir sur ce volet-là. On a essayé de comprendre beaucoup de modèles à travers le monde, savoir quelles étaient leurs limites et leurs forces à chacun. On a essayé de trouver du foncier auprès de pas mal de partenaires différents. Et au bout de quelques années de recherche, on a fini par obtenir une convention sur ces terrains qui composent aujourd'hui le talus, pour lesquels on a commencé il y a 3 ans, à partir d'une décharge sauvage, à essayer de transformer ces terrains en tiers-lieux citoyens, en ferme urbaine participative et en démonstrateur de ce que peut être un aménagement urbain un petit peu alternatif. Les politiques sont difficiles à faire bouger. On est en train de se faire à dose homéopathique, faire changer les mentalités. Et je pense que autant la population en général est relativement ouverte à ça, autant une inertie plus importante au niveau des politiques. On utilise des gabarits comme cela et on tracera la forme et après on découpera. On fait dans un premier temps toute cette partie-là. Très important que ce soit au même niveau, à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et après on place une traverse. Après on place celle-là, qui est une planche longue et large. Et à la fin il n'y aura plus qu'à faire l'assise ici et là.
maraîchage en autorécolte, que tout un pôle pédagogie avec des scolaires et non scolaires, de la restauration, tout un pôle événements où on se fait aussi bien des événements festifs, culturels, devant il y a un marché de créateurs, on fait des formations. À la base, c'est quelque chose qui est monté avec une manivelle. Donc ici, là, tu as une manivelle et tu tournes ça à la main. Sauf que bon, on est au 21e siècle et qu'on a pas mal d'autres trucs à faire. Du coup, on a adapté un petit moteur électrique qui se met dessus, ce qui nous fait un broyeur assez efficace pour tout ce qui est petits branchages, qui nous permet de créer du bois broyé et qui nous évite d'avoir un énorme broyeur thermique, quoi. Puis là, ça c'est la partie jardin du projet. De l'autre côté, il y a la partie village. On va avoir une autre dimension événementielle, une vraie cuisine de transformation alimentaire, un atelier de recyclerie en usage partagé, un espace pour des artisans, des bacs potagers en location. Tous les bacs potagers que tu vois, en fait, c'est des locations individuelles. Donc on fait aussi un peu jardin partagé. On est 6 salariés et on a toute une équipe de service civique qui change tous les 7 mois. On forme un petit peu au métier de l'avenir et qui nous file un grand coup de main pour faire que tout ça tienne debout. L'idée de ces serres-là, c'est qu'elles sont passives en énergie. Donc il y a des ouvrants qui font un système d'aération qui fonctionne avec des vérins dans lesquels il y a une cire expansive. Donc dès qu'il fait trop chaud en fait, dans la serre, ça va ouvrir pour créer des aérations. Derrière toi, il y a un bassin d'eau. Ce bassin d'eau-là, ça fait tampon thermique. Dans ce bassin, on a mis des plantes aquatiques oxygénantes et des poissons, donc des petits gambusiers. Ce qui nous permet de profiter du tampon thermique, mais de ne pas avoir trop de moustiques, parce que du coup, les gambusiers, ils mangent les larves de moustiques. Et les plantes oxygénantes, en fait, c'est que cet hiver, il a fait beaucoup plus froid que d'habitude au niveau de Marseille. Nous, on a la mare dans laquelle on avait déjà pas mal de plantes. Il y en a beaucoup qui ont souffert du froid, et du gel notamment, et donc on les a ramenées dans les serres cet hiver. Et en fait, là, elles sont reparties. Elles ont fait des petits, et donc c'est assez cool d'avoir pu relancer un peu une production de plantes aquatiques, vu qu'avant on faisait vraiment que les acheter à l'extérieur. Donc là l'idée en plus c'est d'avoir une petite production qu'on peut réintégrer dans notre marque. Et on a un système de puits canadien. C'est des énormes tuyaux en fait qui traversent toute la jardinière qui fait le tour de la serre, qui ressortent de l'autre côté et en fait ça aspire l'air, ça passe dans les jardinières. Normalement ça permet de refroidir l'air en été et de réchauffer l'air en hiver. Mais comme on est à Marseille, et qu'il fait très chaud. Et là, il fait très très chaud en ce moment. Ouais. Des aromatiques, un avocatier, des bananiers, le houblon, un peu un micmac. Et on fait aussi partir des ananas à la base en utilisant juste la tête de l'ananas. Et ça fonctionne. Donc on fait plein de plantes à partir de punchures. C'est un peu l'idée de cette série. Pas le droit non plus de les attraper et de les prendre dans les bras, c'est pas comme un chat ou un animal domestique. Après être allée faire un woofing vraiment en milieu rural, je me suis dit je cherche quelque chose en ville. Et je suis tombée sur un service civique au Talus. Et je suis venue ici dans l'idée quand même de me former pour ensuite avoir mon projet perso. J'avais envie vraiment de comprendre d'où venait ce que j'avais dans mon assiette. Et c'est ce que j'ai fait 8 mois de maraîchage intensif. Et quand j'ai terminé ces 8 mois, ils m'ont proposé de gérer le pôle de maraîchage du Talus. Donc toute la production alimentaire et maintenant la production de plants potagers. L'entretien un peu général de la zone, les fruitières, les talus, les poules, voilà, tout ça. Oui, on fait aussi de l'apiculture. On a aussi de l'apiculture. De l'autre côté, on a un rucher pédagogique
Et d'ailleurs, on a sorti nos premiers pots de miel là, il y a quelques semaines. L'objectif et de l'ADN du projet, l'idée de synergie entre les activités, de la mixité des usages pour une mixité des publics. Donc au sein d'un même lieu, tu vas avoir des gens qui vont venir juste pour déjeuner, il y a des gens qui sont venus pour une formation, il y a des gens qui sont venus pour acheter des légumes, il y a des gens qui sont venus le soir pour venir boire une bière, qui sont venus pour différentes choses qui n'auraient pas eu nature à se croiser. Mais du coup, en fait, ils sont tous dans un même lieu. Tu es venu pour boire une bière, puis en fait, tu te rends compte qu'il y a une formation sur un truc qui t'intéresse 2 semaines après. Tu as une mixité des publics qui se génère comme ça. Des gens qui viennent pour quelque chose qui disent ah ouais tiens mais en fait je vais venir acheter mes légumes ici, j'habite pas loin. Donc aussi tu as aussi une synergie qui se crée comme ça, puis c'est aussi plus de résilience parce que par exemple on l'a vu avec là, le temps et le Covid, il y a beaucoup de boîtes et de structures et de lieux qui se sont retrouvés à fermer, qui étaient à l'arrêt complet parce qu'ils se reposaient sur assez peu d'activités qui du coup étaient plus possibles. Nous, du coup, comme on est plein, tout un panel d'activités, on a pu continuer à être ouvert parce qu'on avait aussi une dérogation parce qu'on était producteur de nourriture, parce qu'on était jardin partagé. Donc on a pu continuer à être ouvert, continuer à se recentrer sur certaines activités en mettant d'autres un petit peu en retrait en attendant de jours meilleurs. Et quand tu te reposes sur plus de pattes, on peut t'en couper quelques-unes, tu tiens encore debout, quoi. Bien. Tu vois, ça fait tout un gros système racinaire qui filtre. Et donc tout ce qui est en suspension vient s'agréger, intégrer dans la croissance, et du coup ça fait que l'eau est plus ou moins claire. Tinyland, c'est un atelier qui héberge de la construction pour des autoconstructeurs qui font de la mini-maison, des mini-maisons mobiles. On appelle ça aussi des tiny house. En ce moment, il y a 6 tiny qui sont en construction en parallèle et il y en a 2 autres qui arrivent là dans les semaines qui arrivent. Donc il y a 9 emplacements en tout. Côté partage des ressources en fait et des moyens. Alors déjà, d'être dans un atelier comme ça fait que tous les restes de chantier, le chute d'isolant, de PDM, ils sont disponibles. Et du coup, tu as une ressource qui est directement disponible sur place, qui a déjà été achetée, donc c'est très facile d'aller les récupérer. En fait, dans ce hangar-là, il y a plusieurs petites boîtes et associations, dont une asso qui s'appelle Heliomateku, un atelier de menuiserie charpente qui cherche à la fois à apprendre aux gens à se servir de différentes machines, mais aussi à partager leurs outillages à prix libre. Et nous, en fait, on voulait faire un projet de tiny house, et on ne savait pas vraiment où. Donc on a entendu parler de ce lieu et puis on a postulé, il faut faire une demande. Il y avait plusieurs endroits qui pouvaient nous accueillir et on est vraiment venu ici en se disant que ce serait plus qu'un lieu de travail. Et puis c'est le cas, c'est vraiment un lieu de vie où on fait des rencontres, où on enrichit vraiment nos connaissances, nos compétences et puis notre savoir-vivre. Quand tu conçois un système, quand tu veux répondre à un besoin immédiat que tu as, tu peux pas être à 100% sur tous les trucs. Il y a, par exemple, je reparle des copains là, qui font les copains de Plastic Odyssey, qui essayent de monter des centres de recyclage à travers le monde. Si tu veux gérer les déchets d'une ville de 10 000 habitants, tu peux pas fabriquer tout avec de la récup, c'est plus compliqué. Donc là, cette composante, tu vas être un petit peu en dessous. Donc je trouve que c'est important de parler du niveau de low-tech plutôt que de dire ça c'est low-tech ou ça c'est pas low-tech. La high-tech, elle est pas mauvaise en soi, il y a des domaines dans lesquels on aura toujours besoin de high-tech, c'est très bien en médecine, sinon là clairement les morts vont repartir là-haut si on fait de la médecine low-tech. Alors il y a une partie potentiellement qui peut l'être, mais on peut pas se passer de high-tech en médecine. Les technologies comme les imprimantes 3D, même pour la low-tech, elles sont hyper intéressantes. Et puis même la CAO, la conception assistée par ordinateur, c'est hyper important parce que on gagne du temps dans le développement d'un produit. Même si le produit est low-tech, on peut le simuler en avance. La high-tech a son utilité, mais il faut qu'elle revienne à ce qu'elle est censée être, à ce qu'elle était au départ, c'est un outil. Aujourd'hui, la haute technologie, c'est pas un outil, c'est une fin en soi. C'est tiens, mon téléphone est vieux, il a 1 an, il faut absolument que je le change. Choisir quand est-ce qu'on a vraiment besoin de technologie et jusqu'à quel niveau de technologie on doit aller. On a fait un choix d'efficience, on a fait un choix de voilà, il est léger, il est fin, etc. Mais derrière, il est plus du tout réparable. Donc, est-ce que c'est ça de l'innovation ? Je suis pas sûr. Donc voilà, la low-tech, c'est aussi se poser la question de qu'est-ce que l'innovation et quelle est la place de l'innovation dans la technologie, dans la société. À qui appartient l'innovation ? Toi, les convaincus, ils n'auront aucun problème
à faire des efforts pour consommer moins, si on parle de consommation, tu vois. Mais les moins convaincus, ou même la plupart des gens, ben, ce qu'il faut arriver à trouver, c'est des low-tech qui quasiment ne changent pas leur quotidien, entre guillemets, qui leur demandent pas d'efforts. Je dis n'importe quoi, si on met en place plus personne n'a de voiture, avec des voitures partagées, il faut que ce soit aussi simple que de prendre sa clé de voiture, ouvrir sa voiture, rentrer dedans et démarrer. Et avec le frigo, ce serait pareil. En fait, il faudrait que ce soit ultra simple, comme la Tiny du Low-Tech Lab. Ben, en fait, c'est dans ta maison, enfin, c'est dans ta cuisine, tu ouvres une porte, donc comme un frigo, et derrière, tu as quelque chose qui est En fait, au début, j'avais pas remarqué, j'avais mis mon huile dans le placard, puis elle est devenue toute figée. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un frigo. C'était pas un placard. L'hypor du boulot, c'est un champignon antibiotique. C'est génial. L'argile blanche, l'argile verte. Bah après, il y a plein de trucs. On récupère le millepertuis, c'est une fleur de montagne et c'est contre les brûlures, coup de soleil. C'est de l'Arnica montana. L'Arnica montana, pareil, c'est une fleur d'ici. Et jaune, tu l'accueilles en mois de juillet. Et tu la mets dans un pot, enfin tu peux soit faire un macérat, ou là c'est juste de l'huile d'olive autour. T'as un mal de dos ou quoi, c'est un antidouleur. Un tadjik naturel. Devinez ce que c'est? De la mort ou de l'éclair aux cheveux. Et ben c'est du lin. Et c'est un super hydratant pour la peau, les cheveux. Plutôt qu'utiliser de l'aluminium ou des films plastiques, et ben c'est juste une toile avec de la cire d'abeille. Et du coup, tu peux emballer ton sandwich avec. Ça, c'est le savon qu'on a fait à des ateliers avec les exilés. Savon fait maison. Avec l'association ECO, on fait aussi des ateliers spécifiquement pour les femmes, notamment réfugiées, mais aussi les femmes du Briançonnais. C'est un public qui est particulièrement vulnérable. Et un atelier mix, il y a des rapports de force qui sont, qui sont compliqués à gérer. Il y a un processus de la saponification à froid qui est un peu impressionnant parce que on manipule de la soude. Il faut être un minimum protégé, pas se tromper dans les dosages. Souvent, ça fait peur aux gens de passer ce cap-là. Mais justement faire une première fois ensemble pour après avoir les clés en main, voir quels matériaux on peut utiliser. L'idée c'était de rester dans un process local parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de savons aussi qui sont avec de l'huile de coco, de l'huile de palme, donc on voulait rester low-tech et local. Voilà. Et c'est facile à faire et c'est trop chouette de faire ses propres savons pour les utiliser et ensuite les passer à tous ses copains. Là derrière j'aurai le compost, direct depuis la cuisine. Deux sorties ici. Pourquoi? Parce que je vais faire une sortie d'eau entre guillemets usée quand j'utilise un peu de savon. Ou même un truc tout bête, est-ce qu'on a besoin de nettoyer sa poêle à chaque fois? Est-ce que la poêle qui a un peu d'huile et un peu de goût de la poêlée d'avant, est-ce qu'on peut pas la réutiliser pour faire cuire ses légumes le lendemain, tu vois? Et ça s'appelle les poêles culottées, apparemment c'est ultra utilisé dans la restauration, tu vois. Je savais pas, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Quand je lave juste des légumes, ou juste me rince les mains, ou voilà, j'ouvre la deuxième bonde et ça va direct dans une réserve dessous. Et ça, je peux utiliser pour le jardin, par exemple. C'est de l'eau qui n'a pas de produit dedans. Et le reste, j'aimerais faire des bacs de phytoépuration. À voir si j'y arrive, si je peux pas, voilà. Je vous disais aussi, il ne faut pas non plus perdre en confort, même avec du low-tech. Et en fait, ici où j'aurai un garde-manger sec, et ben si demain je me perçois qu'il y a besoin d'un frigo, j'ai la place et j'ai la prise pour mettre un petit frigo. Tu vois, et du coup, j'ai toujours cette résilience-là aussi. Il y a plein de pistes. Il y a plein de pistes. Alors en fait, il y a ce projet de maison de la low-tech. À l'origine, c'était simplement un projet d'appartement témoin. L'idée, c'était de reprendre un peu ce qui a été fait par le Low-Tech Lab avec la Tiny House Low-Tech. Mais en ville, parce que le besoin n'est pas le même, les contraintes sont pas les mêmes. J'adorerais habiter dans la Tiny House Low-Tech, hein, clairement. Mais c'est en ville, déjà, je peux pas la garer. Si on ne part que sur du neuf, on répondra à une extrême minorité des besoins low-tech en ville. Non, l'idée, c'est de prouver que la low-tech a sa place en ville et qu'elle peut s'installer dans l'existant, dans des appartements anciens. Une ville qui se dirait, moi, je veux être une ville conçue en low-tech, c'est très bien. La ville voisine qui dit, non, moi, je veux être conçue en permaculture, c'est très bien aussi, en fait. Parce que globalement, il y a à peu près la même philosophie. Pas forcément le même prisme, pas forcément la même entrée, mais globalement, la vision et l'ambition est la même. Donc, c'est pas une fin en soi. Plein de choses qui sont produites par des gens qui sont financés par de l'argent public et qui ne sont pas rendus accessibles. Donc aussi cette notion-là de rendre la connaissance accessible et un peu moins fermer les barrières. D'abord, on l'a vu avec une émergence associative. Pour moi, c'est le milieu associatif qui a le plus poussé les choses jusqu'ici. Et on voit que ça commence à diffuser ici dans le milieu académique.
Et éventuellement dans les entreprises qui commencent à se poser la question. Au Low-Tech Lab, il y a pas mal d'entreprises qui leur posent la question sur comment développer ces pratiques-là chez eux. Et là, ça pourrait s'aimer, tu vois, si on commence à avoir aussi bien des acteurs publics que privés qui se disent tiens, on peut faire mieux peut-être via ce prisme-là, qui n'est pas le seul, mais en tout cas, au moins se poser la question. Et après ce lancement du Low-Tech Lab Grenoble, il y avait plusieurs autres projets en cours de montage, notamment à Marseille, à Bordeaux, à Paris aussi, plusieurs collectifs on va dire. Et certains là ils se sont montés en association et il y en a de plus en plus d'autres qui commencent à pousser ces sujets, même dans des villes plus petites et plus modestes. Pour le compte du Low-Tech Lab, en m'appuyant en partie sur l'expérience grenobloise, j'essaye d'accompagner ces autres communautés en créant des outils méthodologiques, des tutoriels sur comment monter une communauté, comment aller rencontrer les gens, comment monter des projets ensemble. Parce que on part que d'une seule expérience et il y en a, chaque Low-Tech Lab est différent et chaque structure est différente. De même que chaque territoire. L'idée c'est d'essayer d'insuffler aussi l'idée de produire des communs aux autres structures et peut-être de créer juste des templates généraux, des canevas et de faire en sorte que chaque communauté puisse les remplir pour à la fin avoir un gros socle commun qui puisse s'exporter aussi dans d'autres pays. On commence à voir maintenant des gens en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada, au Cameroun. Enfin la communauté grandit très vite là sur ces quelques derniers mois. C'est très cool. C'est assez prenant, mais c'est très motivant. Non, là il est quasiment pas mal. Parce que c'est sous pression à 2 bars et donc ça va bouillir à 110. Les légumes ils vont peut-être un peu faire la tête, perdre aussi en qualité nutritive si ça reste trop longtemps à haute température. Doucement, c'est très fragile. Et en gros, on va les inverser. Parce que le haut du tube est plus chaud que le bas du tube. Et du coup, t'as pas de moyen de savoir la température? Les seuls moyens, c'est voir si le liquide à l'intérieur bout, c'est-à-dire que tu as dépassé les 100 degrés dans ton bocal. Et ça, tu peux pas le voir parce que le tube est noir. Et par contre, tu peux le constater s'il y a du liquide qui coule de ton tube. Et en général, c'est bon signe. C'est un peu crade, mais c'est bon signe. Et du coup, t'as ça pas sent de super bon. pour mettre à l'intérieur? Non. Là, je vais le mettre en modifiable librement. Donc n'importe qui a le lien peut le modifier. Mais ensuite, on va le mettre sûrement en éditable, c'est-à-dire que n'importe qui a le lien peut le modifier, mais en se créant un compte, au moins on peut savoir qui a fait les modifs et avoir un peu un suivi de l'évolution du document. Et en bas, j'ai mis une petite licence libre qui permet à chacun et chacune de réutiliser ces ressources-là librement. Sinon, on peut stériliser quasiment tout, des fruits, faire des compotes, des légumes secs. À l'ENSECUB, ça fait 3 ans qu'on fait des projets d'ingénierie où on propose des objets low-tech à étudier, à mettre en pratique. En fait, ils ont étudié les caractéristiques techniques de la marmite norvégienne. Donc, marmite norvégienne, c'est une boîte isolée thermiquement pour poursuivre la cuisson de ce qu'on veut. Par exemple, des trucs qui mettent très longtemps à cuire, comme des pois chiches, sans apport d'énergie supplémentaire, simplement avec l'inertie thermique. Parce qu'au moins, ça permet au cuisinier peut-être d'aller faire autre chose et d'avoir le plat qui reste chaud. Donc, ça peut aussi faciliter les usages en cuisine. Et cette année, nouveau projet où l'idée c'était de dire ok, on voit à peu près ce que c'est qu'une marmite norvégienne, maintenant est-ce qu'elle peut être adaptée pour un contexte de restauration collective? L'idée initiale c'était typiquement pour un crous quoi. Et la durabilité et l'accessibilité, les étudiants ils ont dû faire des compromis. Ok, on a tel matériau qui serait peut-être plus adapté, plus pertinent, plus facile aussi, l'inox par exemple. Ils auraient bien aimé faire tout un caisson en inox, c'est ce qu'on voit dans les cuisines classiques. Sauf que l'inox c'est très cher, enfin c'est très cher, c'est assez cher et c'est difficile d'en récupérer. Du coup, ils ont réussi à en récupérer une partie qu'ils ont mis sur l'intérieur de la marmite et l'extérieur, ils l'ont fait en plexi, un truc plus facile à récupérer et à gérer ici. Compliqué pour des ingénieurs spécialisés en énergie de se poser des questions sur ok, au niveau des nutriments, qu'est-ce que ça apporte, de la cuisson basse température, des trucs comme ça. En fait, L'idée du Low-Tech Bordeaux, c'est aussi de pouvoir favoriser l'utilisation de Low-Tech. Ça a été notamment le cas avec le poêle dragon. Moi, j'ai pu bénéficier de l'accompagnement du Low-Tech Bordeaux pour justement créer ce poêle-là, qui est un poêle créé sur le modèle de celui fourni par Barnabé Chaillot, qui est un youtubeur qui fait de la Low-Tech sans le dire, pour ensuite voir s'il était possible de brasser de la bière de manière amateur. C'était 15-20 litres à ce moment-là. J'ai pu voir que c'était possible. Elle s'appelle la brasserie de l'Éclaircie. Elle n'est pas sur Bordeaux, elle est en Bretagne, dans le Morbihan. Ce qui est intéressant aussi dans le domaine brassicole, c'est qu'il y a un champ d'innovation qui est quand même assez fou. Si on se fixe une démarche locale, nous c'est 150 km autour de chez nous. On ne peut pas avoir tous les houblons qu'on veut, on ne peut pas avoir les qualités du terroir de Californie ou de Nouvelle-Zélande ou d'Angleterre ou autre.
Et donc ce qu'on va faire, c'est essayer de faire des bières qui sont complètement atypiques, mais en prenant pas que du houblon. On peut prendre des plantes sauvages locales, on peut prendre des plantes d'herboristerie locales. L'idée, c'est de faire avec ce qu'on a, proposer une bière qui soit complètement atypique et différente, mais qui soit aussi qui fasse partie du terroir local, sans avoir à chercher des trucs à perpétuer. Courage. Tu as entendu parler du parcours piste là que tu vois Parcours piste, c'est d'avoir un projet fil rouge qui réponde à des enjeux socio-écologiques tout le long du semestre. Et en plus de ça, il y a des apports théoriques sur les limites planétaires, de la sociologie, les low-tech. Un projet de low-tech. césure, ça pourrait rentrer là-dedans Pour le prolonger, pourquoi pas. Parce que justement, l'idée, c'est d'être ouvert sur les projets fil rouge à des projets issus de la société civile, de collectifs citoyens, mais aussi des étudiants. Moi je suis à l'NCCube ici et en fait j'utilise le Fab Lab qui est là pour construire une machine qui va me servir pour un projet de césure. On a créé une association qui s'appelle Recycle et donc on part faire un tour de l'Atlantique Nord. On va rencontrer à chaque fois différentes associations et on va travailler sur le plastique avec eux. Et donc le lien avec l'école, c'est qu'ici on va construire une machine qui s'appelle machine Precious Plastique. C'est une machine qui va venir broyer le plastique qu'on peut récupérer sur des plages ou dans des villes. Ça va faire des petits copeaux de plastique qu'on va pouvoir réutiliser pour recréer des nouveaux objets recyclés finalement. Nous, on emprunte l'idée, il y a tout qui est documenté sur internet, c'est libre d'accès. Et donc nous, on a repris l'idée parce qu'on trouvait ça sympa et que ça allait bien avec notre projet qui était de partir dépolluer les plages des plastiques autour de l'Atlantique un peu. Il nous fallait un moteur qui broie et donc qui tourne assez lentement, mais avec un couple assez fort. Donc ça correspondait au moteur qu'on trouve sur les broyeuses à végétaux. On peut récupérer le moteur de la broyeuse à végétaux pour construire la machine après. Le voilier et le voyage est estimé à 80 000 € tout le voyage, toute l'année. Donc on cherche des dons. J'ai travaillé pendant 2 ans en Afrique pour développer une low-tech, un système qui s'appelle les voûtes nubiennes. Donc ça, c'est construction terre, une technique de construction de bâtis à base de banco, un matériau qui est traditionnel, qui est utilisé depuis toujours par les grands-parents et les arrière-grands-parents pour faire les cases, l'habitat traditionnel. Bon, par exemple, au Burkina Faso, ça va être des toits qui vont être en bois. Et en fait, il n'y a plus de bois, et puis même c'est interdit de couper le bois. Tu peux avoir une amende si tu vas couper le bois en brousse. Il y a une vraie désertification, une déforestation au Sud-Sahara, au Sahel. Et du coup, il y a ce matériau-là qui est disponible, mais qui, en fait, a une mauvaise image dans la population. Et il y a une envie de modernité, d'avoir une maison en cimentol, parce que dans l'imaginaire de la majorité de la population, le cimentol, c'est le progrès, quoi. C'est la maison cool. Sauf qu'en fait... le ciment, quand tu es sous 40 degrés, tu vis comme un poulet. Enfin, c'est pas cool du tout. J'ai vécu en Colombie dans des quartiers défavorisés, par exemple, où ce qui m'attriste énormément, c'est qu'ils ont, par exemple, des architectures en bambou qui sont incroyables, qui sont ultra adaptées à leur climat, qui sont ultra adaptées au terrain, parce que c'est des terrains en pente, qui glissent beaucoup à cause des pluies et tout ça, donc c'est très léger, c'est très solide, c'est très durable, c'est local, enfin, c'est tout ce qu'il faut, tu vois. Et tout le monde veut construire en briques ou en parpaing parce que c'est occidental, parce que c'est dur, parce que c'est stylé, parce que c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus cher, c'est des ressources ultra polluantes, c'est pas local. Mais en fait, ils le font sans trop se poser de questions parce que les Occidentaux font ça. Parce qu'ils vont voir des pubs partout d'immeubles, de maisons françaises ou américaines ou peu importe, tu vois. De riches en fait pour eux. Et en fait, valoriser le banco, ça passe par changer l'image du banco. Donc en fait, tu vas voir les riches, tu leur dis regarde, faites des maisons en banco, c'est cool, ça doit faire la sieste au frais, parce que du coup les températures elles sont écrétées, il fait plus chaud la nuit, puis plus frais la journée. Ça, il y a une inertie des murs. Tu passes par les riches, puis après tu reviens en brousse aux plus pauvres, parce qu'il y a eu l'exemple de, en fait si, c'est un habitat qui, même en termes d'image, enfin si eux ils le font, c'est que ça doit être bien, donc nous on devrait le faire aussi, quoi. Là par exemple, j'aurai un revêtement intérieur que je veux faire tout en lambris, en planches de récup. Donc là, il y a plein de planches. L'idée, c'est de toutes les travailler et me créer moi-même mon lambris avec plein de planches de récup. Ce traitement-là sera le même ici, dedans que dehors, là et là. Et en fait, ça lie le dehors et le dedans. Et bien justement, il y a cette distinction entre dedans et dehors qui n'existe plus et qui pour moi est un des principes du low-tech, puisqu'on fait avec l'environnement, on fait avec l'extérieur. Là, mes sandales, elles sont en pneus. J'ai vécu chez des indigènes en Colombie et ils ont ça, quoi. Ils découpent dans les pneus et ils foutent des lanières en cuir et t'as du pneu et de la lanière en cuir. En vrai, je suis pas obligé d'avoir tant de points d'accroche. L'autre jour, ça s'est cassé. Bah, je me suis juste fait une tongue, tu vois.
et puis t'es en galère, t'as une corde, hop, tu fais ça avec une corde. Ah, je suis trop content, J'ai juste mis, là pareil, une chute de cuir, j'ai collé une chute de cuir là, parce que je pense que le pneu à long terme c'est pas super bon pour la peau. Enfin tu vois, ce que ça doit foutre dans ton corps, tu vois. Pour moi, aujourd'hui, les pays les plus résilients, donc du coup les plus développés entre guillemets, enfin je sais quoi le développement, tu vois, mais c'est vraiment des pays qui n'ont pas soi-disant le progrès que nous on a, quoi, parce qu'ils se démerdent avec ce qu'il y avait là. Il y a une étude qui avait été faite en Angleterre sur une année où il y avait une grosse crise des transporteurs, et en fait ils se sont aperçus qu'au bout de quelques jours, l'armée était obligée d'intervenir parce que le pays on peut plus en fait. Si on n'est plus fourni en matière extérieure, on n'arrive plus à vivre, quoi. Et c'est fou de se dire à quel point en fait on est fragile. On prône le progrès, notre progrès, on parle de la France ou de l'Europe, des pays du Nord et du Sud, tu vois. Et en fait, pour moi, on est beaucoup moins développé que les pays du Sud. Éco, ça veut dire c'est parti en espéranto. Et ça vient aussi du grec ancien oikos, c'est la maison, ça donne les mots écologie, économie. J'ai lancé Lotech et réfugiés en 2018 à Lesbos. À l'époque, c'était pas le plus grand camp de réfugiés de l'Union européenne, mais ils ont gagné le pompon. Aujourd'hui, on est à peu près 35 à temps plein dans l'association, quasiment tous bénévoles. Ça fait très peu de temps que moi je suis salariée, ça fait 2 mois. Et dans ces 35 personnes, donc il y en a 17 qui sont à Lesbos, et dans les 17 à Lesbos, il y a 12 membres temps plein de l'équipe permanente, quoi, qui sont issus de l'exil, qu'on appelle du coup des volontaires communautaires, parce que la personne elle travaille le bois ou l'électronique ou la réparation de vélo, c'est elle qui va accueillir des membres de sa communauté et lui montrer comment réparer son smartphone si c'est lui qui bidouille l'électronique, ou comment réparer son vélo si c'est lui qui est référent atelier vélo. Des animateurs de l'espace et des animateurs de temps collectif d'apprentissage, et du coup c'est de l'apprentissage horizontal. Quand j'ai lancé le projet, il y avait 1 an d'attente en moyenne pour que la demande d'asile commence à être étudiée. Maintenant, c'est 3 ans. Donc la situation, il y a plus de monde, et en plus, la situation sur place, elle s'est largement détériorée. Et en plus, depuis Moria, depuis l'incendie du camp de Moria en septembre, le nouveau camp, il est encore pire en termes de conditions de vie. Donc il y a à la fois des besoins de base qui ne sont pas satisfaits, liés à l'habitat, à l'alimentation, à la santé. Il y a la sécurité aussi qui est un vrai problème, de la norme des violences sexuelles au sein de ces camps, et des violences aussi intracommunautaires, intercommunautaires, et entre la communauté exiliée et la communauté locale. On ne dirait pas l'Union européenne, quoi. C'est pas... Ça fait froid dans le dos. Et tout le monde se rejette la faute, hein, l'Union européenne, les États, le niveau local. Après, c'est un problème qui est d'abord politique. C'est une situation de crise humanitaire qui dure. Et du coup, ça a aussi du sens d'être acteur sur le terrain. Et je voulais prouver en fait l'intérêt de la Lotech dans un contexte humanitaire et dans un contexte de solidarité. Donc faire un peu une preuve de concept qui puisse après être inspirante. Et aujourd'hui, on est pris en exemple par des réseaux tels que le réseau Environnement Humanitaire, qui accompagne des grosses ONG à comment intégrer les questions environnementales dans leur action. Et notamment dans le développement, c'est déjà plus le cas, mais dans l'humanitaire d'urgence, c'est beaucoup moins le cas. Dans les pays non francophones, le terme low-tech n'évoque pas vraiment la même chose que chez nous. Ça rejoint plus vraiment une question de niveau technologique entre les low, les médiums et les high-tech, où en France, le terme low-tech qui a été popularisé depuis 2013-14 entre le livre de Philippe Buix et le travail de Low-Tech Lab et de toutes les autres structures. Il y a vraiment cette idée de démarche, de philosophie aussi derrière, des critères d'accessibilité, de durabilité, d'utilité. Surtout grâce au travail du Nomade des mers, donc le catamaran qui fait le tour du monde pour recenser des low-tech, de semer un peu des petites graines dans plein de pays. Donc l'idée n'est pas forcément de dire on va créer des low-tech labs partout, parce qu'il y a plein d'endroits où il y a déjà des structures qui sont très chouettes. Plutôt de réussir à mettre ces structures en réseau, de faire en sorte qu'elles se connaissent, qu'elles puissent communiquer ensemble. Notre outil principal pour ça, c'est un outil numérique qui s'appelle Discord, qui permet plusieurs salons de discussion, vocaux, écrits. Plein d'autres associations et communautés globales qui se montent là-dessus, et notamment une qui nous inspire pas mal, c'est Precious Plastic. Ils ont réussi à créer vraiment une très grosse communauté mondiale là-dessus. Leur processus et leur manière de monter cette communauté sont super intéressants. Une anecdote concernant mes anciens cours en école d'ingénieur, ou même à Sciences Po, je sais plus, où on nous avait appris ce qu'était le transfert technologique.
Et l'idée d'envoyer nos technologies et nos plans, etc., conçus en Europe, dans les pays du Sud pour accompagner leur développement technologique, entre autres. Et quand j'ai commencé à connaître le projet Le Tech Lab et que je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient, je me suis rendu compte que c'était exactement l'inverse de ce qu'on nous avait appris. Et qu'au contraire, on avait énormément à s'inspirer des pays du Sud, sur beaucoup de notions, pas que la technologie, mais aussi la sobriété. J'aimais beaucoup la philosophie d'avoir une posture ouverte et de savoir ce qu'on pouvait apprendre de ces pays-là, et entre autres, en termes de low-tech, d'ingéniosité, ils sont très 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 forts. C'est un peu là-dessus qu'est partie l'expérience Nomade des mers pour le Tech Lab. On a pu faire connaître nos low-tech à plus de 5 millions de personnes partout autour du monde. Là, il y a 2 matériaux qui sont intéressants en grande quantité. Donc, il y a le tissu, avec lequel l'association Lesbos Solidarity fait tout type d'objets. Ce qu'il y a dans le gilet, donc c'est de la mousse qui du coup permet de faire des matelas sous les lits, de faire des matelas de sol, quoi. Donc on avait ces bouts de mousse et on les cousait entre eux avec du coup du fil qu'on fabriquait à partir des bouteilles plastiques. Et la deuxième année, on a amélioré le concept technique, donc avec un chalumeau, on fond la mousse et ça colle. Et là, on en a fait à la chaîne, on en a fait plein. Et il y a quelques systèmes low-tech comme ça qu'on a fait en très grande quantité, que ce soit les powerbanks, on récupère les batteries externes de téléphones portables usagés. On les ouvre, il y a des vieilles batteries dedans, on les teste. Tous les gens qui sont dans le camp de Moria, par exemple, ils avaient 4 heures en moyenne d'électricité par jour. Et ceux qui sont en dehors du camp, dans la jungle, sous tente, ils n'ont même pas accès à l'électricité. Donc il y a besoin d'aller charger son téléphone à un point d'électricité. Puis après, chez toi, si tu veux avoir un peu de lumière, tu branches ta batterie externe sur les petites LED là, qui sont sur une bouteille. Et du coup, ça te fait une lampe qui consomme peu d'énergie pour mettre dans ta tente. Tu as des milliers de personnes qui n'ont pas accès à la lumière. En Europe. Ouais, là, c'est une ceinture à base de pneus. Voilà. Ça, c'est toi qui l'as fait, celui-là, ou pas? C'est toi qui l'as fait? Ah! Ça, c'est une banane. Tu mets ta cigarette, ton piqué. Et tu l'as fait avec quoi? Avec quel matériau? J'ai fait ça une bâche publicitaire. J'ai fait ça une bâche publicitaire. Avec une mètre. Je prends la bougie, je couds, et après tu couds? Je couds maintenant. Les Lesbos, par exemple, les couvertures données par l'ONU, elles sont brûlées au lieu d'être nettoyées. Parce que pour des raisons de budget, de logistique, c'est plus simple de redemander un budget couverture l'année d'après parce qu'on ne sait pas combien il y aura de personnes. Il y a un modèle à imaginer, à construire d'un point de vue technologique, en termes de diffusion. En fait, il est temps d'avoir aussi des solutions durables dans l'urgence, quoi. Et ça, c'est plus de l'ordre de changement de paradigme intellectuel que vraiment des freins pratico-pratiques. Là, à Lesbos, plutôt que de distribuer des bouteilles en plastique, est-ce qu'on peut pas, avec les céramistes du coin, fabriquer des filtres en céramique pour potabiliser l'eau? Donc tu limites les tensions entre la population locale et les exilés et puis toute la crise qu'ils représentent. Et en plus de ça, tu limites à tous les niveaux, c'est bénéfique. Là, le fait qu'on utilise la low-tech, non seulement on répond aussi aux besoins physiologiques comme peut le faire l'humanitaire conventionnel, mais en plus de ça, on a un apport psychologique incroyable. Plutôt que d'être dans une position d'assister, être une fois, que quelqu'un t'offre un repas un jour, c'est ok. Que tous les jours, pendant des années, pendant 3 ans, on te serve à manger, à la fin, est-ce que tu as encore confiance dans ta capacité à cuisiner? En termes de dignité, de confiance en toi, c'est complètement... les gens, ils perdent leurs compétences, en fait, pendant ces temps d'attente. Quand tu sais que dans le camp de Moria, tu as 1/3 de taux de tentative de suicide, oui, l'apport psychologique, il est essentiel. Et oui, du coup, notre impact humain et humanitaire, il est meilleur que dans une approche conventionnelle. Notre projet, il est aussi très efficient d'un point de vue économique. On se rend compte qu'on arrive à valoriser des ressources matérielles disponibles localement qui sont gratuites ou très peu coûteuses. On achète en gros la colle, les clous, c'est les vélos, on a récupéré des vélos cassés, on les remet en état. Et en fait, avant que l'Hôtel et Réfugiés, on apporte des centaines de vélos cassés qu'on les remette en état, il n'y avait pas de solution pour que les exilés aillent du camp à la ville autrement qu'à pied ou avec quelques bus. Donc tu voyais des gens marcher sous le cagnard pendant 1h30 avec leurs poussettes pour aller retirer de l'argent dans un ATM ou pour aller voir le docteur. Et là, maintenant, tu as des vélos. Les gens, tu gagnes en liberté, ça psychologiquement, concrètement, en termes de temps, de gestion de ton quotidien. Et le fait que les gens, ils réparent les vélos eux-mêmes, ça coûte moins cher que si l'ONU devait payer des gens pour entretenir les vélos. Et en plus de ça, les gens, ils sont contents de savoir, d'être utiles.
le sentiment de ne pas être utile à ta propre communauté, à ta propre société, c'est quand même compliqué d'être dépendant de la charité pendant des années. Enfin, c'est affreux comme posture. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette légende du puits qui était construit près du village parce que les femmes, elles marchaient tous les jours pour aller chercher de l'eau en dehors du village. Et puis il y a une bonne ONG bienveillante qui a dit on va financer un puits dans le village, comme ça les femmes n'auraient plus à marcher des heures tous les jours pour aller chercher de l'eau. Ils ont construit le puits en plein milieu du village et puis les femmes elles continuent à aller à l'autre bout du village. C'est pas parce qu'il y avait juste un besoin d'aller chercher de l'eau. Il y avait aussi un besoin d'avoir un espace social où les femmes se retrouvaient entre elles pour communiquer, jaser, se raconter un peu la vie du village et qui fait fonctionner en fait l'organisation sociale. Pour moi, la low-tech, c'est vraiment remettre le besoin au cœur, la personne au cœur, et tu as beaucoup moins de chances de te planter après dans la diffusion. Et c'est essentiel. Quand t'as pas de voiture et que c'est normal, imaginons que ça n'existe pas les voitures, pas une seule fois tu te diras « Ah putain, en fait si j'avais une voiture, j'aurais pu aller beaucoup plus vite pour faire ça ». C'est qu'une fois que ça existe, que tu dis « Putain, si j'avais une voiture, je pourrais faire ça ». Et en fait, on a toujours un truc en plus qu'on aimerait avoir, tu vois, mon téléphone. Ouais, je pourrais avoir un téléphone mieux, plus petit, qui prend des meilleures photos et qui va plus vite, tu vois. Et pareil pour ma voiture, je pourrais avoir une voiture plus confortable et qui consomme moins. Et ma maison, je pourrais avoir une maison plus grande et puis je pourrais aussi avoir un four mieux. Et puis en fait, et c'est infini parce que il y aura toujours quelque chose de mieux. Souvent on me demande, mais tu commencerais par quoi en fait dans la transition écologique de manière générale? Tu commencerais par quoi? C'est quoi le plus important? Qu'est-ce qui aura le plus d'impact? Et pour moi, l'action principale, mais vraiment principale, qui est essentielle et qui n'est pas ponctuelle, c'est quelque chose qu'on doit garder tout au long, c'est la remise en question. En fait, c'est une posture. C'est vraiment d'avoir cette posture de remise en question. C'est quelque chose qu'on a en général au tout départ, notamment ceux qui entrent dans une transition personnelle écologique suite à ça peut être un choc, tu es face à une situation, j'ai eu un choc traumatique, j'en sais rien, ou j'ai pété un câble dans mon entreprise, il y a un choc et là il y a une remise en question, mais parfois elle est que ponctuelle. En fait, cette remise en question, il faut la garder tout le temps. Le jeu qu'il y a en ce moment là sur les imaginaires et sur les mots et sur ce qu'on va raconter. Comment on arrive à se projeter vers quelque chose qui nous apparaît désirable. Un laboratoire de fabrication de vélos connectés à tout un tas de machines et on met en place le truc, on met en place une structure bénévole qui les enchaîne et qui les fabrique à gogo et on les diffuse dans la ville. On se retrouve à se moquer, à railler des univers bien peace and love, bien bisounours, bien tout le monde y va bien, il n'y a pas de guerre, pas de machin, comme quoi c'est utopiste, c'est pas réaliste. Et à côté de ça, on se raconte des avenirs où il y a tout le monde qui se met sur la gueule, où il y a des robots tueurs qui enlèvent tout le monde, qui séparent. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est utopiste ces trucs-là? Non plus. Donc nous, les humains, on aime bien se raconter des histoires. Donc l'enjeu aujourd'hui, je pense, c'est de se raconter d'autres univers, d'autres histoires. Il y a les solarpunk qui ont commencé à imaginer et à produire, il y a le cyberpunk, il y a le biopunk évidemment, mais avec des univers où en fait tout le monde peut avoir sa propre énergie, tout le monde peut avoir ce truc, ce qui paraît complètement utopiste aujourd'hui, mais bon, c'est des histoires donc il faut se les raconter. Voia să-mi schimbe pământul pe bani, mulți bani, dar nu am nevoie de bani. Fericirea mea este să trăiesc aici pe dealuri, respectând anotimpurile. Sunt bogat în peisaje și timp. De ce mi-aș dori mai mult? De ce am spus, ia loc, uită-te în jur și vezi cum însorește primăvara. Hai să bem o țuică și hop și așa.
Vine primăvara, cum spune ciobanașul, o-ți ui cap și așa.